Merci. Notre prochain orateur est une oratrice, Anne Alexandre, qui vient du CEREJ et qui va nous parler des 3 isotopes de l'oxygène. Normalement, ça se fait en quelques secondes. J'espère. Ce qu'il faut. Regardons. Tiens, il est là. Comme traceur, ça va apparaître, de l'humidité de l'atmosphère. Merci. C'est impeccable. Oui. Bien, bonjour et merci à la SFIS de m'inviter ici pour présenter comment on peut utiliser la triple composition isotopique de l'oxygène, de l'eau et des silicates biogéniques, ici en l'occurrence la silice des plantes, pour essayer de mettre au point un marqueur de l'humidité relative atmosphérique. Donc je suis chercheuse au CNRS, au CEREJ, mais tous les résultats et la problématique que je vais vous présenter sont ceux issus vraiment d'une équipe composée de géochimistes, hydrologues, spécialistes des sciences de la Terre ou d'écologie, qui viennent de plusieurs laboratoires, du CEREJ, du LSCE, du département des sciences de la Terre de Western University au Canada, du grand instrument qui est l'écotron, grand instrument du CNRS qui est l'écotron de Montpellier, et de l'observatoire hydrométéorologique de l'Afrique de l'Ouest qui est à Makach. Alors nos recherches sont financées par les programmes LEF, par l'ANR, par le LabEx Otemed et par la Fédération de recherche EcoRev. Donc je présenterai pourquoi on s'intéresse à l'humidité relative atmosphérique, comment la silice des plantes peut être utilisée comme marqueur paléoclimatique, et je ferai un bref rappel de là où on en est compte du système de la triple composition isotopique de l'oxygène, et puis je présenterai ensuite les résultats de calibration du marqueur d'humidité auquel on a procédé en milieu contrôlé et en milieu naturel. D'abord, un bref rappel, une brève définition de l'humidité relative, qui est égale au ratio entre la pression de vapeur partielle, donc la concentration en vapeur d'eau au sein d'un volume donné, et la pression de vapeur à saturation qui, on le voit, augmente avec la température, et du coup l'humidité relative, bien sûr, diminue avec la température. Pourquoi s'intéresser à l'humidité relative ? Eh bien parce que dans la couche limite planétaire, c'est-à-dire la couche atmosphérique comprise entre la surface de la Terre et 500 à 1000 km d'altitude, c'est là qu'ont lieu tous les flux entre océan et atmosphère, et continent et atmosphère, et notamment tous les flux d'eau. Ces flux d'eau sont en fait l'évaporation principalement des océans, mais aussi évaporation des surfaces d'eau libre à la surface des continents. Et puis un deuxième flux inclut en fait est déterminé par l'évapotranspiration, qui inclut en fait une évaporation de l'eau du sol et une transpiration de l'eau par les plantes, et notamment par les stomates des plantes. Donc ces flux sont proportionnels au déficit de pression de vapeur, lui-même dépendant de l'humidité relative. Alors pour s'intéresser plus particulièrement à l'évapotranspiration, ici vous avez une distribution globale de l'évapotranspiration présentée grâce à des données de télédétection. Cette évapotranspiration dépend et est étroitement liée en fait à la disponibilité en eau des plantes. Si les plantes n'ont pas assez d'eau, elles ne vont pas pouvoir transpirer suffisamment. Elle est liée aussi à la photosynthèse, puisque la photosynthèse se passe via l'assimilation de carbone par les stomates des plantes, des feuilles des plantes, et c'est aussi par ces stomates que l'eau en fait s'évapore de la plante. Elle est liée à la nutrition des plantes, puisque plus on a d'évaporation ou de transpiration et plus on a de succion racinaire. Et enfin, elle est bien sûr liée au climat et à l'aménagement du territoire qui contrôle la distribution des végétations à l'échelle globale, mais aussi régionale et locale. Donc ce flux d'évapotranspiration, on l'a vu, contrôle en partie l'humidité relative, et évapotranspiration et humidité relative influencent la circulation atmosphérique, mais aussi la formation des nuages au-dessus de la couche limite,
et enfin la précipitation. À titre d'exemple, il a été montré que évapotranspiration et humidité relative à l'échelle régionale contrôlaient en fait le début de la saison des pluies en zone soudanienne, début de la saison des pluies qui est extrêmement important pour la mise en place des cultures et les populations locales. Alors le problème, c'est que ces changements d'humidité relative atmosphérique sont aujourd'hui très mal simulés par les modèles climatiques. Et pour améliorer la précision de ces modèles, on procède en général à des comparaisons données-modèles sur l'actuel, mais aussi sur des périodes passées pour lesquelles on enregistre des variations des paramètres climatiques importantes et bien contraintes. Le problème, c'est qu'on n'a aujourd'hui pas de marqueurs précis, quantitatifs, de l'humidité relative atmosphérique passée pour procéder à ces comparaisons données-modèles, d'où l'idée d'en mettre un en place. Alors maintenant, j'essaye de... Oui, comment utiliser la silice des plantes comme marqueur paléoclimatique? Eh bien, partons du début. La plante absorbe du silicium dissous par les racines, et puis ensuite elle le précipite dans les cellules et entre les cellules sous forme de silice amorphe hydraté. Alors d'abord, on a une précipitation de nanosphères de silice, et puis ces nanosphères s'agrègent de façon à former une particule qui prend souvent la forme de la cellule. Lorsque la plante meurt, les phytolithes peuvent être soit introduits dans les sols, soit être exportés dans le réseau hydrographique, ou bien se dissoudre. Et en fait, sur les continents, il a été montré que l'essentiel de la silice dissoute était passé par un recyclage par la végétation. Mais lorsque ces phytolithes, donc les phytolithes, ce sont ces particules de silice amorphe qui précipitent dans les cellules, lorsqu'ils sont exportés et qu'ils sédimentent et se conservent, ils permettent de retracer les paléo-environnements sur plusieurs dizaines à centaines de milliers d'années. Alors les végétaux qui accumulent le plus la silice sont les graminées, à raison de plusieurs pourcents, voire plusieurs dizaines de pourcents de silice relativement au poids de matière sèche, et puis aussi le bois des arbres tropicaux. Et dans les sols et sédiments, on retrouve quelques pour mille à quelques pourcents du poids de matière sèche de cette silice biogénique qui provient des plantes. Pour ce qui concerne les graminées, dans lesquelles donc on a beaucoup de silice, il est important de dire que cette silice précipite essentiellement dans l'épiderme. Alors ici, vous avez un schéma d'une plante. Alors c'est pas vraiment une graminée, mais c'est une plante et le processus est le même pour toutes les plantes. On a absorption de sève, donc eau et silice dissoute, et puis on a translocation de la sève dans le xylème, et là on n'a pas d'évaporation. Et puis la sève vient irriguer en fait le limbe des feuilles, qui inclut le mésophylle et puis l'épiderme. Et au niveau de l'épiderme, là on a des petits stomates donc, qui s'ouvrent et se ferment en fonction de plusieurs paramètres. Et c'est donc à ce niveau-là que va avoir lieu l'évaporation de l'eau. Et donc la silice précipite justement à ce niveau-là, qui subit une très forte évaporation. Et on voit ici par exemple des petites cellules ou des longues cellules de l'épiderme qui ont été silicifiées. Alors cette silicification dépend de processus contrôlés par la génétique, mais ça dépend aussi de l'évapotranspiration. Ces cellules silicifiées se retrouvent très facilement et se reconnaissent très facilement en microscopie naturelle ou électronique dans les assemblages modernes et fossiles ensuite. Après, lorsque la silice précipite maintenant dans le bois des arbres tropicaux, elle précipite ici dans ce qu'on appelle le xylème secondaire, et donc normalement, dans ces tissus, elle précipite à partir d'une eau qui n'a pas été évaporée, puisque l'eau évaporée passe essentiellement par le phloème. Et ici aussi, le type de particules qu'on retrouve est très facilement déterminable en microscopie. Alors ici, à titre d'exemple, simplement, on utilise la morphologie de ces particules pour faire des reconstitutions paléo-environnementales. Ici, il s'agit d'une séquence de l'œuf des grandes plaines américaines, dans le Nebraska plus exactement, et où on enregistre la transition entre le Pléistocène et l'Holocène, entre 14 000 et 9 000 BP. Et les phytolithes permettent de reconstituer la proportion de graminées à cycle photosynthétique en C3 ou en C4, mais aussi un indice d'humidité du sol ou un indice de stress hydrique.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la composition isotopique en oxygène de ces phytolithes? Les premières études assez précurseurs là-dessus qui ont été menées par l'équipe canadienne qui collabore à ce projet montrent que, alors vous avez ici un diagramme qui présente le delta O18 de la silice relativement au delta O18 de l'eau absorbée par la plante, et vous avez les compositions isotopiques des tiges de graminées. Ici, dans les tiges, on a très peu d'évaporation. Et ici, les carrés clairs qui présentent les compositions isotopiques des feuilles, donc, où a lieu la transpiration. Et vous voyez qu'on a une corrélation assez claire pour ce qui concerne les tiges, mais pas claire du tout pour ce qui concerne les feuilles. En fait, dans les tiges, ce qui se passe, c'est qu'on a précipitation à l'équilibre de la silice, selon un fractionnement qui, par exemple, à 25 degrés est d'environ 31 pour 1000, qui est le même pour tous les couples silice-eau, quartz compris. Donc, on précipite la silice à partir d'une eau non évaporée. Par contre, ici, dans les feuilles, on a cette même précipitation, mais à partir d'une eau évaporée, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, eau évaporée qui a subi un fractionnement cinétique, dont je vais parler plus tard, puisque ce type de fractionnement est facilement modélisé par le modèle de Craig et Gordon. Pour ce qui concerne la silice du bois, on a montré ici, donc vous avez le delta O18 de la silice moins le delta O18 des précipitations relativement à la température moyenne annuelle, pour des gradients d'humidité relative, de précipitation et de température dans le Queensland, dans le nord-est de l'Australie, et on voit une relation assez claire entre ce grand delta A18 et la température, relation avec un coefficient de fractionnement qui est inclus dans la fourchette de coefficients qu'on a aussi pour tous les couples silice-eau. Voilà. Alors donc, ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que les phytolithes polymérisent en quelques heures à l'équilibre avec l'eau de la plante, que dans le bois des plantes, ils précipitent et ils sont en équilibre avec une eau non évaporée, et par contre que dans l'épiderme des graminées, ils sont en équilibre avec une eau très évaporée. Je passe maintenant je fais un point sur la triple composition, le système de la triple composition isotopique en oxygène. Comme vous le savez tous, l'oxygène a 3 isotopes, l'oxygène 16, l'oxygène 18 et l'oxygène 17 qui représente que 0,04% de l'abondance de l'oxygène. Alors sur Terre, à peu près tous les fractionnements sont dépendants de la masse, c'est-à-dire dépendants en fait de la différence de masse des isotopologues ou des isotopes 17 et 18. Et du coup, cette différence, ce fractionnement dépendant de la masse, induit des signatures isotopiques pour lesquelles le delta O17 est toujours égal à environ 0,52 le delta O18. Donc sur ce diagramme delta O17 versus delta O18, toutes les compositions isotopiques terrestres subissant des fractionnements dépendants de la masse se placent le long de cette ligne de pente lambda 0,52 qu'on appelle la ligne de fractionnement terrestre. Mais avant de revenir sur ces fractionnements dépendants de la masse plus particulièrement, je voudrais quand même dire qu'il existe aussi des fractionnements indépendants de la masse dans le système solaire. Et notamment, c'est ce qui a conduit, dès les années 70, à pouvoir classer les météorites et identifier les corps parents des météorites ou micrométéorites. Ici, à titre d'exemple, vous avez une étude qui a été faite au CEREJ, et qui présente le delta O17 relativement au delta O18. Vous avez ici la ligne de fractionnement terrestre de pente lambda égale 0,52. Et vous voyez que sont plotées ici les signatures isotopiques des micrométéorites. Et chaque signature dépend en fait de 3 facteurs pour aller vite. Hein. La composition isotopique du corps parent, qui lui a subi des fractionnements indépendants de la masse. Et puis lorsque la météorite entre dans l'atmosphère, elle subit des fractionnements dépendants de la masse qui vont donc l'amener selon une pente parallèle à la TFL, et aussi un mélange avec l'oxygène atmosphérique qui va rapprocher la signature de la TFL. Mais in fine, les signatures qu'on obtient permettent quand même de remonter au corps parent, et ici à titre d'exemple, on voit bien qu'on a un pôle que les chondrites ordinaires se différencient très bien des chondrites carbonées. Un autre processus indépendant de la masse a lieu dans la stratosphère et il concerne l'oxygène atmosphérique. L'oxygène moléculaire est issu de réactions photochimiques avec l'ozone
Et ces réactions indépendantes de la masse produisent finalement un delta O17 de l'oxygène stratosphérique qui est à peu près égal au delta O18 de l'oxygène stratosphérique. Par contre, à la surface de la Terre, l'essentiel de l'oxygène provient de la respiration et de la photosynthèse de la biosphère, et il résulte de fractionnements dépendants de la masse, donc avec une signature delta O17 qui est à peu près égale à 0,52 le delta O18. Du coup, dans la troposphère se mélange en fait l'oxygène issu de ces deux pôles, et la triple composition isotopique de cet oxygène permet de tracer ces flux, et notamment en développement pour être un indicateur de la productivité biosphérique, notamment à partir de l'analyse d'oxygène piégé dans les carottes de glace. Ça, c'est un gros travail effectué par l'équipe du LSCE qui collabore à ce projet. Maintenant, je voudrais revenir à ce qui nous intéresse plus, c'est les fractionnements dépendants de la masse qui vont impacter la molécule d'eau. Et depuis les développements analytiques récents, mais en fait pas si récents, qui datent depuis une vingtaine d'années, on a pu analyser des très petites variations de la triple composition isotopique en oxygène et se rendre compte qu'en fait on avait des variations autour de la ligne de fractionnement terrestre. Il s'agit ici de très petites variations, beaucoup plus fines que celles qu'on enregistre pour les fractionnements indépendants de la masse. Et du coup, on définit par convention ces petites variations par le 17O excess, qui est égal au delta O17 moins 0,528 le delta O18, et qui s'exprime en pour mille ou en per meg. Et donc c'est en fait l'écart à une droite de pente, non plus 0,52 cette fois, mais 0,528. Pourquoi 0,528 ? Parce que c'est la pente de la droite sur lesquelles s'alignent à peu près toutes les compositions isotopiques des eaux météoriques, des précipitations. Donc par convention, on utilise cette notation 17OXS. Vous voyez ici que j'exprime non plus des deltas, mais des delta primes, qui sont en fait la forme log du delta, qui permet du coup de présenter en fait des fractionnements entre les trois isotopes linéaires. Alors avant de continuer, il faut juste que j'introduise deux, trois définitions qui sont vraiment importantes, et notamment le modèle de Craig et Gordon, qui permet de modéliser, qui a été mis en place dès les années 60 et qu'on utilise toujours, même s'il est plus ou moins amélioré ou incrémenté en tout cas, et qui permet de modéliser en fait l'évaporation au-dessus de n'importe quelle surface en eau. Ça peut être l'océan, le lac, l'eau du sol ou l'eau de feuille, et le principe est le suivant: on a une eau liquide et puis on a une atmosphère libre, et entre les deux on a plusieurs couches, une première couche dans laquelle la vapeur d'eau est en équilibre avec le liquide. On a donc un facteur de fractionnement à l'équilibre entre le liquide et la vapeur, et dans cette couche on a une humidité relative d'environ 1 pour 1000. Et puis on a au-dessus une deuxième couche dans laquelle a lieu la diffusion de la vapeur dans l'air, qui implique un fractionnement cinétique. Et là, on a une décroissance de l'humidité relative. Je devrais dire plutôt, on a une diminution de l'humidité, on a un changement d'humidité relative qui implique un fractionnement cinétique. Et puis après, on a un niveau dans lequel on a une turbulence plus importante et dans lequel on a un mélange entre la vapeur et la vapeur de l'atmosphère libre. Alors les fractionnements, pour ce qui concerne le delta O18 ou le delta D, ils sont connus depuis très longtemps, à l'équilibre et fractionnement cinétique. Pour ce qui concerne les trois isotopes, il faut que j'introduise le terme θ, qui est en fait qui permet de lier le facteur de fractionnement entre le 17 et le 16 et le facteur de fractionnement entre le 18 et le 16. Et cet exposant θ a été mesuré et calculé, et il est de 0,529 pour les fractionnements à l'équilibre et de 0,518 pour les fractionnements cinétiques. Donc ça, il faut le retenir pour la suite. Ça, c'est tout récent, hein. Ces études ont été faites par l'équipe précurseur israélienne qui a mis en évidence ces coefficients. Alors, comment la précipitation acquiert sa triple composition isotopique? Eh bien, de la façon suivante, donc dans un diagramme delta O17 versus delta O18, vous partez d'un point, l'océan,
qui a un delta O17 et un delta O18 et un 17OXS d'ailleurs de 0. Et puis, ça c'est un schéma conceptuel, hein, on a un fractionnement à l'équilibre qui suit une pente de 0,529 qui est très proche de la pente 0,528. Et puis on a un fractionnement cinétique qui, lui, dont l'amplitude va dépendre de l'humidité relative. C'est-à-dire que plus l'humidité relative diminue, plus l'amplitude de ce fractionnement va augmenter. Puis ensuite, à partir de la vapeur marine qui est produite, on a une précipitation pour former les précipitations. Et ça, cette condensation se fait selon un fractionnement à l'équilibre. Donc on reçut une pente de 0,529. Du coup, à terme, les précipitations ont un 17OXS ici, hein, donc la distance à cette ligne de pente 0,528, qui est d'autant plus grand que l'humidité relative au-dessus de l'océan a été faible. Mais en règle générale, ces variations sont assez faibles et les précipitations moyennes ont un 17OXS de 42 per meg, plus ou moins 16. Donc finalement, très peu de variations au sein des précipitations. Et ça, c'est une grosse différence avec la composition isotopique, le delta O18 ou le delta D ou le 17OXS des précipitations qui, lui, peut varier énormément. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'eau résiduelle une fois qu'elle a été évaporée? La même chose, sauf qu'il s'agit de l'eau. On part d'un point ici non évaporé, puis on a un fractionnement à l'équilibre, et ensuite un fractionnement cinétique qui va dépendre de l'humidité relative, et l'amplitude est d'autant plus grande que l'humidité relative est faible. Et donc ici, dans les eaux résiduelles, on aura un 17OXS négatif cette fois, et d'autant plus négatif que l'humidité relative est faible. Dans les feuilles, eh bien, il se passe exactement la même chose. Donc, on part d'une eau, par exemple, de tiges ou de racines non évaporées, fractionnement à l'équilibre, fractionnement cinétique, et puis on a en plus, du fait de la faible surface de l'eau des feuilles relativement à l'atmosphère ambiante, souvent une rétrodiffusion ou un mélange en fait entre l'eau évaporée de la feuille et la vapeur ici. Mélange qui se traduit par une courbe ici, et on arrive à un 17OXS un peu différent du 17OXS avant cette rétrodiffusion. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on a ici à nouveau un 17OXS d'autant plus négatif que l'humidité relative est faible. Au final, voici le 17OXS, ici traduit par l'anomalie en oxygène 17, mais c'est la même chose. Enfin, je peux revenir là-dessus plus tard, mais imaginez qu'on a ici un 17OXS. Donc pour toutes les eaux naturelles, 17OXS relativement au delta O18. Et vous voyez que pour tout ce qui est neige, glace, précipitation, eau faiblement évaporée, on a un 17OXS un peu supérieur à 0, très peu variable. Par contre, dès qu'on travaille sur des eaux de lac, par exemple, très évaporées, en milieu semi-aride ou aride, mais surtout des eaux de plantes, ici les ronds clairs, on a des 17OXS très, très négatifs qui peuvent aller jusqu'à moins 300 per meg. La triple composition isotopique de la silice, maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Sharp de l'Université du Nouveau-Mexique a fait une synthèse très intéressante. Vous avez ici toujours l'exposant θ, donc qui lie le fractionnement entre O18, O16 et O17, O16. Donc l'exposant θ qui diminue bien sûr avec la température, mais vous voyez ici que pour des températures atmosphériques, c'est ce qui nous intéresse, hein, parce que la silice biogénique précipite à des températures proches des températures atmosphériques. On a en fait une variation du θ, ici par exemple entre 5 et 35 degrés, qui est très très faible. C'est ça qu'il faut retenir. Le fractionnement à l'équilibre pour les températures atmosphériques est très peu dépendant de la température lorsqu'on mesure les trois isotopes. En résumé, donc on a un 17OXS de l'eau évaporée qui dépend de l'humidité relative. On a des eaux de feuilles qui montrent des 17OXS les plus négatifs. La silice polymérise en équilibre isotopique avec l'eau de la plante. Et enfin, le fractionnement entre la silice et l'eau dépend très peu des variations de température. Je précise bien, en tout cas pour la gamme de température atmosphérique. Du coup, l'hypothèse qu'on a émise a été
pourquoi pas utiliser la triple composition isotopique de la silice des feuilles qui évaporent pour tracer l'humidité relative. Alors je vais présenter maintenant les résultats issus de calibration, et on fait très attention de faire des allers-retours en fait entre milieu contrôlé et milieu naturel. Alors d'abord, voilà ce qu'on a fait en milieu contrôlé. On a donc travaillé à l'écotron de Montpellier, qui est un instrument absolument génial, où on peut travailler sur tous les flux entre sol, plantes, atmosphère, quantifier ces flux et aussi mesurer toutes les compositions, enfin une grande partie des compositions isotopiques de ces flux. Alors, à l'écotron, il y a des macrocosmes, des mésocosmes et des microcosmes. Nous, on a travaillé en microcosmes. Ce sont en fait des champs de culture dans lesquels on a fait pousser des graminées. On a fait attention à ne pas avoir d'évaporation du sol, de façon à ne mesurer que la transpiration. Et on a mesuré les compositions isotopiques, delta O18, delta O17, delta D aussi, d'ailleurs, aussi de l'eau d'irrigation, de l'eau de sol, de l'eau des plantes et enfin de l'eau de vaporisation, ici dans la chambre, qui permet de caler des humidités relatives qu'on a fixées à 40, 60, 80 et 100%. Les analyses isotopiques ont été effectuées OLSCE pour ce qui concerne l'eau des plantes. Donc l'eau est extrait des plantes par distillation sous vide, et l'oxygène est extrait de l'eau par fluorination, et les mesures sont faites en spectrométrie de masse. La précision est très bonne, elle est de 5 per meg ici pour toute de l'extraction à la composition isotopique. Les mesures sur l'eau en 17OXS ont été faites par spectrométrie laser, donc sur les eaux de sol, les eaux d'irrigation, les eaux de brumisation ont été faites à l'écotron. Et au CEREJ, on a analysé la composition isotopique de la silice après extraction, haute pureté et fluorination laser, et ensuite en spectrométrie de masse. Et là, la précision, qui a longtemps été de 20 à 30 per meg, commence à se rapprocher des 10 per meg, ce qui est pas mal. Alors voici le premier résultat. Ici, vous avez le delta O18. Alors en fait, c'est le grand delta, c'est la différence de delta O18 entre pour l'eau de la feuille moins l'eau d'irrigation et le phytolite moins l'eau d'irrigation, mais c'est comme si c'était un delta O18 puisque l'eau d'irrigation, la composition isotopique de l'eau d'irrigation ne varie pas. Donc pour 40, 60, 80 et 100% d'humidité relative, et on a bien une augmentation du delta O18 comme c'était attendu lorsque l'humidité relative diminue, puisqu'on augmente le fractionnement cinétique. Entre 80 et 100% d'humidité relative, on n'a presque plus de fractionnement cinétique, on n'a que le fractionnement à l'équilibre, et donc on n'a pas de diminution du delta O18. La différence entre l'eau de feuille et la silice est d'environ 31 pour 1000, et c'est à peu près ce qu'on attend compte tenu d'un fractionnement à l'équilibre entre la silice et l'eau. Alors maintenant, quand on observe le 17OXS, toujours relativement à l'humidité relative, 40, 60, 80, 100%, ici vous avez les eaux d'irrigation, et en violet les eaux de sol qui varient très peu, et on a toujours cette baisse du 17OXS de l'eau des plantes qui devient très négatif lorsque l'humidité relative diminue, tendance qui est aussi enregistrée par la silice. Donc on était très contents. Lorsqu'on modélise maintenant selon le modèle de Craig et Gordon adapté aux feuilles, la triple composition isotopique des feuilles, on a une droite aussi qui est assez proche de la droite qu'on observe. La pente est cependant différente, et ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que les pentes de ces lignes présentées par les eaux ou par la silice sont un peu différentes. Et ça, c'est embêtant, en fait, puisque, alors vous avez ici, je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est embêtant, en présentant le 17OXS relativement au delta O18. Et vous avez ici les eaux d'irrigation et eaux de sol, et puis ensuite ici la ligne qui est tracée par les compositions isotopiques de l'eau des plantes à 80, 60, 40%, et la ligne qui est tracée par les compositions isotopiques des eaux de la silice, à 80, 60 et 40%.
Si on a un fractionnement entre la silice et l'eau à l'équilibre et donc constant, on devrait avoir donc une pente silice qui soit exactement la même que celle de l'eau. Or, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce qu'à 40 degrés, en fait, on a un dicéto-excès qui est bien plus négatif que le dicéto-excès qui devrait avoir lieu si la silice précipitait à partir de cette eau-là. Alors, on est allé chercher un autre système d'évaporation et une tendance à l'évaporation qui est bien connue pour tous ceux qui travaillent sur les compositions isotopiques de l'eau des plantes et sur le traçage de l'évapotranspiration, c'est que ici dans les gaines, en fait, avant le limbe des feuilles, on a très peu de transpiration, et puis la transpiration augmente entre la base du limbe et le haut du limbe. Et du coup, on a analysé les gaines, les limbes inférieurs à 10 cm et les limbes supérieurs à 10 cm. Alors ici, à nouveau, dicéto-excès relativement au delta O18, et on voit une diminution du dicéto-excès entre la gaine, la partie inférieure à 10 cm et la partie supérieure à 10 cm pour l'eau totale de la feuille. Là, c'est une moyenne entre ces deux points. Lorsqu'on modélise la composition isotopique de la feuille adulte, on obtient à peu près la même signature isotopique. Par contre, lorsqu'on calcule en fait la composition isotopique de l'eau de formation à partir de laquelle s'est formée la silice, on a aussi bien sûr une diminution du dicéto-excès plus l'évaporation augmente, donc entre la gaine, la feuille inférieure à 10 cm et la feuille supérieure à 10 cm, mais à nouveau, ces pentes sont extrêmement différentes. Alors, ce qui se passe, c'est bien sûr que l'eau de formation de la silice n'est en fait pas l'eau totale extraite des plantes qu'on analyse, puisque, comme je vous l'ai dit au début, la silice, elle précipite dans cet épiderme, qui est donc très sujet au fractionnement cinétique lié à l'évaporation, alors que l'eau qu'on analyse est en fait un bulk et présente une eau peu évaporée et un mélange entre une eau peu évaporée et une eau très évaporée. Voilà où on en est, et pour aller plus loin, on a besoin maintenant de modéliser, mais de modéliser de façon beaucoup plus précise que ce qui est fait jusqu'à présent. Et pour modéliser de façon plus précise, il faut absolument qu'on mesure maintenant la triple composition de la vapeur atmosphérique qui rentre ici dans l'équation d'enrichissement liée au modèle de Craig et Gordon. Il faut aussi qu'on mesure les températures à l'interface feuille et atmosphère dont vont dépendre en fait les fractionnements cinétiques. Alors ça, on l'a fait en fait, on l'a déjà fait à l'écotron grâce à la mise en place de chambres complètement fermées dans lesquelles on maîtrise tous les pools du cycle de l'eau et pour lesquelles on a fait varier l'humidité relative, la température, mais aussi la pression partielle de CO2 qui va commander plus ou moins l'ouverture des stomates et l'évaporation. Et comme la pression partielle de CO2 a varié au cours du temps, par le passé, il est important de voir quel en est l'impact sur la composition isotopique de l'eau des plantes et de la silice. Je passe maintenant à les résultats issus de calibration en milieu naturel. On a travaillé à partir d'échantillons rapportés par nos collègues d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et qui se placent sur des transects en fait de température, de précipitation et d'humidité relative. L'humidité relative de la saison de croissance des plantes variant de 50 à 80%. Il s'agit de gradients aussi de végétation puisqu'on passe de milieux sahéliens à des savanes à graminées très basses, adaptées à des niveaux de sécheresse très élevés, à des savanes de milieu soudanien, à des forêts sèches et à des forêts équatoriales. Sur tous ces transects, le delta O18 des précipitations varie très peu. On n'a évidemment pas encore de dicéto-excès ou de delta O17 des précipitations. Alors voilà les résultats. Donc delta O18 relativement à l'humidité relative ici, et en fait on n'a aucune corrélation entre le delta O18 et l'humidité relative pour les différents types de végétation. Par contre, lorsqu'on s'intéresse au dicéto-excès, toujours relativement à l'humidité relative ici, on a bien une corrélation avec le dicéto-excès qui diminue, d'autant plus que l'humidité relative diminue, c'est-à-dire que l'évaporation
au sein de la feuille augmente, et ce, quel que soit le type de végétation qu'on coule. Lorsqu'on place maintenant la ligne que je vous ai montrée, qui est issue de fractionnement à l'écotron, donc de fractionnement en milieu contrôlé dans lequel on fait uniquement varier l'humidité relative, parce qu'en milieu naturel, il faut bien se représenter qu'on a l'humidité relative qui varie, mais avec un peu le delta O18, la triple composition isotopique dépressible, de l'eau du sol, des températures, etc. Mais cette ligne est assez proche en fait de la ligne qu'on observe pour le milieu naturel. Et du coup, on peut essayer d'établir une fonction de transfert qui permet d'estimer l'humidité relative à partir de ces échantillons naturels, avec une précision. Alors, c'est toujours difficile de calculer les précisions des fonctions de transfert, mais ici, en tout cas, c'est l'erreur standard qui est d'environ 5% dans la reconstitution des humidités relatives. Donc, c'est pas mal, c'est encourageant, mais évidemment, vous avez bien remarqué que tous ces points sont extrêmement dispersés. Et donc, on ne peut pas s'arrêter là, il faut vraiment aller plus dans la précision, dans la calibration du proxy. Alors, pourquoi ces points sont dispersés? C'est maintenant ce qu'on est en train d'étudier. Et est-ce qu'ils se dispersent parce qu'on travaille sur des végétations et donc des organes sources qui transpirent plus ou moins? Eh bien, du coup, on a ploté le 17OXS ici relativement à la densité du couvert arboré, donc à la proportion de silice qui proviendrait de tissus non transpirants, mais on n'a aucune corrélation. On a un 17OXS très variable pour des densités de couvert arboré qui ne varient pas. Par contre, on a un 17OXS très stable pour des densités de couvert arboré qui varient, donc le biais ne vient pas de là. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on travaille donc sur l'observatoire de Hamakach et on suit sur toute l'année, en fait, la triple composition isotopique des précipitations et surtout de l'évaporation du sol, puisque ça va entrer dans la triple composition isotopique de l'eau des plantes. Donc, avant la saison des pluies, pendant la saison des pluies et après la saison des pluies. On va extraire cette eau et l'analyser et voir quel type de variation on peut avoir. Pour l'instant, tout ce qui concerne le traçage au sein du cycle de l'eau de la triple composition isotopique, on a encore très très peu de données pour tous les processus évaporatifs qui ont lieu. Voilà, donc au final, je voudrais dire qu'on est toujours en train de calibrer, on est loin d'avoir fini, mais on continue à faire ces allers-retours entre milieu contrôlé et milieu naturel, et je pense que c'est vraiment intéressant pour essayer de voir quels sont les processus derrière les variations de la triple composition isotopique, de l'eau et de la silice. Et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'au-delà en fait, de cette problématique de mettre au point un marqueur d'humidité relative, vu les spectromètres laser maintenant qui se commercialisent, on a de plus en plus de données en 17OXS de précipitations, mais il faut quand même essayer d'avoir aussi de plus en plus de données sur les différents pools au sein du cycle de l'eau et essayer de voir vraiment quels sont les processus derrière les variations, plutôt de calquer ce qu'on connaît des variations delta O18 et deutérium XS. Mais de cette façon, on pourrait avoir des renseignements très importants, notamment sur les flux et sur arriver à distinguer le flux de transpiration relativement au flux d'évaporation du sol, ce sur quoi la communauté scientifique travaille depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà, merci. Le micro est encore là-bas. Aucun micro? Merci. On y va. Des questions? Le dernier rang. En introduction, vous avez dit que donc, un des objectifs, c'est d'aller regarder dans le passé. Du coup, ce type d'objet, comment on va pouvoir les récupérer? Ça va être dans quel système, marin, terrestre, et sur quelle période de temps on peut espérer aller voir des choses? Alors, aujourd'hui, les assemblages de phytolithes sont utilisés, déjà, leur morphologie est utilisée.
On a des assemblages de milieux océaniques, même si en milieu océanique, on peut avoir des pH un peu trop hauts pour la conservation de la silice, qui commence à se dissoudre à pH, un fort pH, à pH 8,9. Par contre, on a beaucoup d'assemblages dans les sédiments lacustres, dans tout ce qui est tourbe ou dans tout ce qui est leuce, et on a des reconstitutions qui vont jusqu'au Miocène aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Bon, j'ai bien apprécié. Alors, je me posais aussi des questions d'applicabilité de l'outil. Est-ce que le delta 18O du coup de la plante, finalement, c'est extrêmement dépendant du delta 18O de l'eau, enfin de la feuille. Et est-ce que ça va pas donner une forte limite parce que ça va être probablement variable géographiquement en fonction des pluies, enfin de la source. Et ça doit être extrêmement local. Si ça se trouve, on mesure 2 feuilles de la même plante, on ne va pas du tout avoir la même chose. Donc ma question, c'est, étant donné que c'est extrêmement... est-ce que c'est vraiment extrêmement dépendant du delta 18O locale ou pas? Là, vous me parlez du delta O18, et oui, le delta O18... Enfin oui, l'excès l'est pas. C'est toute la différence, en fait. Ah oui, ok. Donc le delta O18 est très dépendant du delta O18 des précipitations qui, elles, varient selon la source, les différents fractionnements au cours de l'avancée des précipitations sur le continent. Il est très dépendant de l'évaporation du sol, il est aussi très dépendant de la température. Par contre, le 17O excess est très peu dépendant à tous ces processus-là. Le 17O excess des précipitations est très peu variable, il est de 15 per meg. Le 17O excess de l'eau du sol, on va le mesurer, mais il devrait être variable, mais pas beaucoup. Et en fait, le 17O excess dépend uniquement, quasi exclusivement, de l'évaporation au sein de la feuille. Et cette évaporation, elle dépend de l'humidité relative. Donc, et on l'a déjà fait, si on prend différents types espèces sur un milieu donné, on aura le même fractionnement et le même 17O excess qui dépendra uniquement de l'humidité relative. Oui, merci. L'intérêt du 17O excess. Effectivement, je mélangeais un peu les deux. Ok. Merci Vincent. J'ai 2 questions. La première est très simple. Elle concerne l'analyse du delta 17O de la vapeur d'eau par spectrolaser. Tu as montré un point, en particulier à droite, où on voyait beaucoup de variabilité. Dans un thé transparent, tu montres. Je crois que c'était en l'écotron. En fait, on n'a pas encore. Enfin, je vous ai pas montré encore de valeur pour la composition isotopique de la vapeur. Je crois que c'était pour l'écotron que tu les avais, non? Non, j'ai que l'eau. Et la question que je me posais, c'est est-ce que c'est pas la mesure la moins... Ouais, je crois que tu viens de le passer. Vas-y, avance. Encore. Voilà. Leaf water, c'est mesuré comment? Les eaux de feuilles. Oui. Les eaux de feuilles sont mesurées par extraction de... D'accord. Donc les points à droite où il y a beaucoup de variabilité sur la vapeur l'eau des feuilles. Les points bleus, par exemple. Oui, les points bleus à 100%, par exemple. Je me demandais si c'était pas une question de qualité de mesure, mais non, c'est pas ça. De qualité de mesure? Oui. Non, c'est pas ça. Non, c'était une question. J'ai cru que c'était par spectrolaser, etc. Une question de variabilité dans le 17O excess de la vapeur d'eau qu'on ne mesure pas. Je ne voulais pas être désagréable, excusez-moi. Deuxième question, qui est peut-être plus compliquée pour les gens qui ne connaissent pas trop le domaine. Dans un diagramme delta 17, delta 18... La précision juste sur les mesures en eau, elle est de 5 per meg. Oui, tu as raison, mais j'ai cru que c'était des mesures par spectrolaser, et d'où ma question de quelle est la qualité des mesures, la reproductibilité à long terme, pour lequel je n'ai pas d'expérience, c'était pour ça. Pour lequel on est tous à en avoir peu, et on est en train de faire des calibrages. Deuxième question, donc dans un diagramme delta-delta, qu'il soit delta prime ou delta, les effets liés à la conservation de la masse, c'est-à-dire j'ai de l'oxygène 17-18, je le distribue entre des phytolithes, un oxygène, de l'eau résiduelle, voire même un troisième réservoir, vont produire des petites anomalies isotopiques par mélange ou des mélanges. On n'en discute pas trop. Et donc quand ton modèle colle pas très bien, en termes de quand l'anomalie en Cap 17O est beaucoup plus grande que ce que tu attendrais à 40% d'humidité, est-ce que c'est pas le modèle de feuille ou de cycle de l'eau qui est incomplet? Tu vas
discutes d'autres paramètres? Est-ce qu'on connaît bien le fonctionnement des feuilles pour pas que on rediscute ça, enfin de la plante au sens large? Non, les modèles sont... Enfin, on utilise toujours le même modèle qui est amélioré. Il y a énormément de controverses sur quel modèle utiliser dans quelle situation. Et ce qu'on mesure très peu sur les modèles et qui a une importante déterminante quand on travaille sur les 3 isotopes, c'est la composition isotopique de la vapeur, en fait, de la vapeur ambiante. D'où l'intérêt de vraiment passer maintenant à des mesures de vapeur. Et des mesures type isotope de la silice que vous faites très bien au CRH, etc., c'est pas des choses que vous avez envie... Il y a une raison de le coupler pour avoir d'autres paramètres? Alors, reprends ta question. Tu parlais de fractionnement dépendant de la masse durant l'extraction, Non. Je cherchais à dire que si je mélange une eau à un capital 17O égale 0 et avec une autre eau avec un capital 17O de 0 mais avec un delta isotope très différent, le résultat ne va pas être avec un capital isotope de 0. Il va être un peu négatif dans le diagramme delta-delta. De la même manière, si j'extrais l'eau si je prends l'oxygène et que j'en fais 2 réservoirs, par bilan de masse, je vais produire une petite anomalie positive. Et là, c'était ça ma question. Et ça revient à dire changer carrément ce modèle. Est-ce que quand ça ne colle pas parfaitement, c'est pas juste supposer qu'il y a un transfert quantitatif de l'eau? Tout à fait. Là, il y a certainement dans l'épiderme en fait une rétrodiffusion en fait de la vapeur. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut vraiment arriver à modéliser de façon correcte. Et le bulk et cette eau épidermique. Et donc, pour ça, on a besoin de la vapeur d'eau. Et l'autre question, ce que je cherche à dire, c'est il n'y a pas d'autres outils isotopiques que vous avez envie de coupler pour mieux contraindre ça? Alors, je sais pas moi, le delta 13C, la silice, peu importe. Il faut vraiment se concentrer que sur l'eau ou est-ce que... La silice, elle est mesurée de toute façon à chaque fois. D'accord. On coupe systématiquement l'eau et la silice. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, alors, ce que je peux vous proposer,